Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17 sur BFM Business. C'est Christelle Bory, le PDG d'Eramet, qui est avec nous. Bonjour Madame Bory. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la première fois que vous vous exprimez depuis que vous avez été reconduite à la tête du groupe il y a de ça quelques semaines. Alors, on fait un petit peu le pitch comme Eramet. Voilà, leader mondial des métaux d'alliage, présent sur toute la chaîne des métaux, de l'exploration jusqu'à la transformation, présent sur des métaux critiques pour avancer en matière de transition énergétique. Voilà, le nickel, le cobalt, le lithium. On va reparler bien sûr de tous ces enjeux dans quelques instants parce qu'ils sont diablement intéressants et stratégiques. Je voudrais qu'on parle un petit peu quand même de ce qui a fait l'actualité autour d'Eramet ces dernières semaines. C'est votre reconduction à la tête du groupe pour 4 ans. Ça va être confirmé, je crois, lors de l'Assemblée Générale. Oui, il faut que l'Assemblée Générale le confirme. Ça sera effectivement à la fin du mois de mai. Mais reconduction qui s'est faite malgré un désaccord, a-t-on pu lire, entre d'une part l'État actionnaire, 25%, et la famille Duval actionnaire à 37%. Est-ce que vous nous confirmez qu'effectivement il y a eu un bras de fer entre les deux parties et que du côté de la famille Duval on n'était pas forcément favorable à votre reconduction, Madame Bory? Écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites dans la presse, pas toujours exactes. Il y a eu des discussions. Ce que je retiens, c'est qu'à la fin, le Conseil m'a renouvelé à l'unanimité et a donné un blanc-seing à l'unanimité à la stratégie que j'ai menée depuis 4 ans et que je compte bien continuer, et à la transformation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de vos relations aujourd'hui avec la famille Duval, donc actionnaire à 37%? Est-ce que vous dites tout est clair, tout est limpide et il n'y a pas de divergence de vue entre nous? Voilà. Non, je crois que ça a permis de clarifier un certain nombre de choses sur le mode de fonctionnement du groupe. On a une gouvernance aujourd'hui qui est modernisée, je dirais, avec une façon de fonctionner de plus en plus en ligne avec les meilleurs standards de société cotée. Et c'était ce qui était important pour moi. Donc je pense que nous sommes alignés. Les relations sont tout à fait professionnelles, sont de même nature que celle que j'ai avec l'ensemble du Conseil. Ce qu'on lit en tout cas, c'est que l'État était favorable à votre reconduction, pas l'actionnaire de la famille Duval effectivement. Et ce qu'on note aussi, c'est qu'a priori le périmètre de votre mandat va évoluer, puisque d'ici la fin de votre mandat, on va dissocier les fonctions de président et de directeur général. Pour vous, c'est significatif de quoi ça finalement? Voilà, encore. Écoutez, sur la dissociation, c'est un sujet, comme vous le savez, qui est d'actualité dans beaucoup d'entreprises. Mais sachant tout ce qu'on a vu, ça pose d'autres questions vous concernant votre groupe. Oui, mais c'est un mode de gouvernance qui est de plus en plus, je dirais, à la mode et évolue. Moi, j'ai fonctionné historiquement dans les deux systèmes, donc je connais bien le système dissocié, qui n'était pas dissocié dans ce cas-là, mais Alcan qui l'était, Rio Tinto qui l'était, et je connais bien les deux systèmes qui ont chacun des avantages. Le système de cumul a aussi des avantages, notamment dans les périodes extrêmement agitées où on doit prendre des décisions très rapidement. Et je pense que ça, nous l'avons vécu dans les derniers mois, et c'était très utile. Donc effectivement, la dissociation pourrait avoir lieu avant la fin de mon mandat. Pour le moment, je suis repartie en tant que PDG et j'ai une feuille de route substantielle à dérouler. On va en parler dans un instant. Dernière question là-dessus, c'est ce qu'on lit aussi, ce qu'on croit comprendre quand on lit les articles qui ont trait à cette histoire, tout ce qui s'est passé, c'est que peut-être à votre arrivée aux affaires chez Eramet, vous avez peut-être voulu un peu révolutionner cette entreprise, la moderniser, et que tout n'a pas été très très bien perçu. Voilà. Est-ce que c'est de là que sont nées les tensions dont on parle entre vous et la famille Duval? Écoutez, en tout cas, il y a eu effectivement une transformation extrêmement profonde de cette entreprise qui est une entreprise qui a de très beaux actifs, mais qui s'était un peu endormie, qui avait du mal à prendre des décisions, qui avait raté un certain nombre de virages stratégiques et qui avait besoin d'une transformation profonde, et à la fois stratégique, managériale, et puis aussi prendre le virage de la transformation numérique. C'est ça. Donc effectivement des changements sur le mode de gouvernance, des changements sur l'organisation, de nouveaux profils. Qui ont pu froisser en interne, vous dites, cette entreprise qui ont forcément bousculé les façons de faire. Mais je pense qu'in fine a délivré des résultats, et c'est ça qui a été acté dans mon renouvellement. Bien, vous publiez donc ce matin votre chiffre d'affaires trimestriel qui est en hausse de 8% sur un an, 883 millions d'euros. Vous confirmez vos
vos objectifs financiers pour cette année, avec une feuille de route. Vous l'avez dit, effectivement, on va en parler quelques minutes parce que c'est diablement intéressant, effectivement. Voilà. On le disait chez Eramet, on est présent sur tous les métaux critiques pour aller de l'avant en matière de transition énergétique, nickel, cobalt et lithium. Ce qui fait historiquement, et encore plus dans les prochaines années, d'Eramet une entreprise stratégique. Comment est-ce que vous regardez ces enjeux qui montent en puissance autour de la transition énergétique et comment est-ce que Eramet va être capable de répondre à ces enjeux finalement, Madame Bory? Alors, nous avons deux types d'enjeux chez Eramet et je le disais, une transformation profonde a été lancée, j'ai lancé quand je suis arrivée il y a 4 ans, à la fois pour repositionner Eramet sur son ADN et ce qui vraiment fait sa valeur ajoutée et sa différence, qui sont ses mines. Eramet, quand je suis arrivée, était une entreprise métallurgique qui avait des mines pour alimenter ses usines. Or, quand on regarde les actifs, les mines d'Eramet sont absolument exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles par leur taille, par leur qualité, par leur capacité de développement. Et il se trouve que nous sommes positionnés sur tous les métaux qui font la batterie du véhicule électrique et le stockage de l'énergie, les métaux dits de la transition énergétique. Donc, un formidable potentiel de croissance future. Donc, le recentrage stratégique d'Eramet a consisté effectivement à recentrer l'entreprise sur son capital minier. Et depuis que je suis arrivée, nous avons augmenté la production de nos mines de 50%. Et puis, faire d'Eramet le fournisseur européen de référence pour les métaux critiques de la transition énergétique. Et là, nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons, comme vous l'avez dit, tous les métaux qui rentrent dans la fabrication d'une batterie. C'est assez exceptionnel. Et puis, nous avons surtout des modes de production très respectueux de l'environnement, très respectueux à la fois des communautés et qui nous entourent. Et ça, c'est extrêmement important pour répondre aux défis d'une transition qui est énergétique, mais aussi écologique. Et je pense que, là, je voudrais dire 2 mots là-dessus. Moi, je dis souvent qu'on est en train de passer en Europe d'une dépendance du pétrole à une dépendance des métaux. C'est ça. La batterie du véhicule électrique, c'est 40% de la valeur du véhicule. C'est une grosse partie de son poids. Et une batterie de véhicule électrique, ce sont des métaux. C'est du nickel, c'est du manganèse, c'est du cobalt, c'est du lithium. Les fameuses batteries lithium-ion. Quand l'Europe n'avait pas de pétrole, mais elle n'a pas non plus ces métaux sur son sol, ou elle en a très très peu. Et donc elle les importe pour l'essentiel, et ces métaux, ils sont extraits où? Ils sont extraits en Afrique, ils sont extraits en Amérique latine, ils sont extraits aussi en Asie, en Indonésie notamment, et ils sont pour la plupart raffinés en Chine. Et donc, si on n'y prend pas garde, l'Europe est face à 2 défis majeurs. Elle est face à un défi de souveraineté pour pouvoir alimenter ces chaînes de valeur. On parle de gigafactory, etc. Mais d'où vont venir les matières premières? Et puis, elle est face à un défi de développement durable parce qu'il faut s'assurer que les métaux que l'on importe ne sont pas produits dans de mauvaises conditions environnementales ou responsables. Justement, comment est-ce qu'on assoit sa souveraineté justement sur des ressources qu'on ne possède pas sur son propre sol? C'est ça la question. C'est avoir en face des groupes miniers extrêmement puissants. Justement, c'est aussi le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'acteurs miniers en Europe, quasiment plus. Eramet est un des rares, et vous parliez tout à l'heure du fait que l'État considère Eramet comme un actif stratégique, c'est pour cela. Nous avons la chance d'avoir tous ces métaux dans nos mines. Mais est-ce qu'il faut des acteurs européens? Est-ce qu'il faut des acteurs européens miniers majeurs? Est-ce qu'il faut constituer ces acteurs? Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il faut des acteurs européens miniers capables à la fois de développer et de produire de façon responsable, et j'insiste là-dessus, les métaux de la transition énergétique. Parce que cette production responsable, elle est clé. Si vous faites des véhicules électriques qui vont effectivement réduire votre empreinte carbone, mais que pour les produire, les métaux qui ont été produits dans de mauvaises conditions environnementales, en émettant beaucoup de carbone, en ne respectant pas les droits humains, vous n'auriez rien gagné. Construire des acteurs européens miniers majeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vous rapprocher éventuellement d'un acteur, de plusieurs acteurs européens? Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs européens. Il faut développer, aider à développer des entreprises comme nous. Il y a aussi un certain nombre d'autres entreprises et de start-up, notamment dans ces domaines-là. Il faut faire de la géopolitique, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la diplomatie économique, pour faire des liens, en fait, se lier à des pays qui ont ces richesses-là.
La Chine fait ça extrêmement bien, de façon efficace depuis de nombreuses années, et donc a mis la main sur beaucoup de ressources. Oui. Et l'Europe doit faire attention de ne pas se retrouver avec une double dépendance chinoise, à la fois sur l'extraction et sur le raffinage. Dites donc, en fait, on doit faire d'Eramet l'acteur incontournable. Il faut aider Eramet à devenir l'acteur incontournable. C'est ça que vous nous dites entre les lignes. Dernière question, il nous reste 1 minute, parce que les mines, c'est 80% de votre chiffre d'affaires. 20%, c'est cette filiale Aubert et Duval, qui est un équipementier aéronautique, dont vous dites elle a vocation à sortir du giron du groupe. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que les discussions sont toujours en cours pour céder cette filiale? Alors, c'est toujours effectivement la stratégie. Aubert et Duval est un acteur absolument stratégique de la filière aéronautique. Haute valeur ajoutée, hein. Avec des actifs et des compétences uniques. Le problème, c'est que cette activité avait des problèmes de compétitivité déjà depuis plusieurs années, et elle a pris de plein fouet la crise aéronautique. Ça a été brutal, profond, et on sait que ça va être assez durable. Et en fait, l'industrie aéronautique en Europe a besoin de se consolider. Il faut qu'Aubert et Duval participent à cette consolidation. Comme on l'a vu, nous recentrons sur la partie minière. Oui. Donc nous ne sommes plus le bon actionnaire à terme pour Aubert et Duval. Et donc il faut l'adosser à un autre groupe industriel. C'est ce que nous cherchons en ce moment. Il y a eu des discussions en cours. Nous restons dans cette optique-là. Nous n'avons pas encore abouti. J'espère que nous pourrons aboutir dans les mois qui viennent. On parle de discussions avec Airbus et Safran notamment. Est-ce que vous me confirmez qu'avec ces deux-là notamment, vous discutez à l'heure actuelle? Écoutez, c'est ce que dit la presse, effectivement. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça fait partie des acteurs avec lesquels on pourrait marier. Ça fait partie des acteurs avec lesquels il pourrait y avoir des discussions, oui. Est-ce qu'il y a une deadline pour finir, focaliser ce deal? Non, nous prenons le temps qu'il faut. Nous voulons trouver la bonne solution à la fois pour les collaborateurs d'Aubert et Duval, pour l'actif lui-même. Donc ça prendra le temps que ça prendra pour satisfaire l'ensemble des parties. Et au bon prix, on le sous-tend. C'est un petit peu sous-jacent. Merci beaucoup, Christelle Bory. Merci beaucoup d'être venue voir le PDG d'Eramet, Christelle Bory, avec nous ce matin sur BFM Business.